Bonjour à tous. Je suis Alain Steinman, je suis journaliste au Journal du Net. Je vais avoir le plaisir de présenter la table suivante sur la partie infrastructure, qui est une partie très importante. L'idée étant de voir quelles sont les infrastructures pour répondre aux besoins des entreprises et au développement d'une offre commerciale. Pour resituer un peu le débat, je vous ai mis ici un petit calcul qu'on a fait qui montre le nombre de kilomètres de fibres utilisés pour 1000 km² par pays depuis 1999, donc c'est une somme. On voit clairement que le Japon et la Corée du Sud ont tiré énormément, ont consommé énormément de fibres, et que concernant les pays européens, on a la Grande-Bretagne qui a un peu d'avance sur nous. Finalement, on voit que la Chine est en train d'avancer très vite. Et que la France est entre l'Allemagne et l'Italie. Et quand on regarde les dynamiques depuis quelques années, toujours avec ce même indicateur du nombre de kilomètres de fibres utilisés par kilomètre carré, eh bien on voit clairement qu'un certain nombre de pays comme l'Italie ou l'Espagne avaient beaucoup de retard, mais sont en train de tirer énormément de fibres, que le Royaume-Uni, lui, la Grande-Bretagne reste au-dessus de la France, et que la France est en deuxième position sur ces 5 pays, qui a eu un boost assez important qui a été fait à partir de 2008-2009, et qu'ensuite on a eu un effet plateau en nombre de kilomètres de fibres tirés. Autre point important, là on parlait des infrastructures fixes avec la fibre. Autre point important, ça c'est l'usage Internet depuis un PC desktop et depuis un mobile. Donc depuis un PC, c'est la courbe bleue. Donc ça c'est des stats françaises depuis 2008, je crois. Et donc ces stats-là sont assez intéressantes. Elles sont compilées par StatCounter qui donne des chiffres, pour Internet. Et donc ce qu'on voit, c'est clairement que le pic ordinateur, il y a le pic oil et il y a le pic ordinateur, lui il est clairement passé, et qu'il y a un effondrement qui est en train de se produire de la consommation d'Internet depuis des desktops, et une très forte progression depuis les mobiles. Alors forcément, les deux courbes sont encore très loin, mais si vous tirez le trait et que vous regardez quand est-ce que ça peut se croiser, il y a des pays où ça s'est déjà croisé, plutôt des pays émergents évidemment, puisqu'eux ils n'ont pas d'infrastructure fixe, donc ils utilisent l'infrastructure mobile, mais on voit qu'il y a en France la consommation d'Internet qui explose. Et le vrai problème, c'est que quand on prend le classement de l'OCDE et quand on regarde la position de la France dans l'OCDE, c'est le classement, c'est la partie de gauche, il n'y a pas vraiment besoin de lire les chiffres. Et quand on regarde le taux de pénétration sur le haut débit fixe, eh bien la France est 4e. Vous voyez, elle est surlignée en jaune, elle est 4e sur le haut débit fixe. Et quand on regarde ce même taux de pénétration sur le haut débit mobile, là vous voyez, j'ai dû mettre un tableau qui est beaucoup moins lisible, parce que la France est beaucoup plus bas dans ce classement de l'OCDE. Donc là-dessus, on a aussi un enjeu majeur qui est de réussir à développer des taux de pénétration sur le haut débit mobile qui nous mettent au niveau de nos amis européens et de l'OCDE. Voici les règles que nous a fixées le MEDEF pour cette table ronde. Essayer de répondre à ces questions. Comment booster le développement de la fibre optique ? Comment développer celui du mobile? Quels sont les enjeux pour les entreprises? Quelle régulation? Et quand même, puisque le thème de cette université du numérique, c'est l'Europe du numérique, et l'Europe dans tout ça. Pour essayer de répondre à l'ensemble de ces questions, je vais inviter sur scène les 3 premiers intervenants de cette table. Madame Gabrielle Gauthier, directrice des investissements et du développement local de la Caisse des dépôts. Vous pouvez les applaudir pendant qu'ils montent sur scène, s'il vous plaît. Voilà. Antoine Darode, qui est directeur de la mission très haut débit, et monsieur Jean-Pierre Bonicel, qui est président d'Objectif Fibre. Merci à tous les 3. Madame Gauthier, on va commencer avec vous. Aujourd'hui, comment est-ce que vous, qui êtes devenu un investisseur dans les réseaux de télécom,
comment, à votre avis, faut-il procéder pour booster, quelle méthode générale faut utiliser pour booster le développement de ces réseaux? Alors, ça date pas d'hier que la Caisse est investisseur. Hein. En 2000, elle a lancé en fait le concept de délégation de services publics, que d'ailleurs un certain nombre de pays du monde ont embrassé, en appelant, la Banque mondiale appelle ça the French model, parce que la délégation de services publics dans le réseau fixe de télécom, ça existait assez peu, même si un certain nombre de pays avaient déjà fait le constat, et c'est encore plus vrai dans la fibre que l'initiative publique pour couvrir un territoire en attirant des privés et en partant du principe que sur 80% de notre territoire, il n'y a pas de place pour deux sous-jacents d'infrastructures essentielles, justifie justement la délégation de services publics, à l'instar de ce qui existe dans l'eau ou dans l'énergie, et booste la concurrence au-dessus. Donc c'est en partant de ce constat que le concept de la délégation de services publics, du réseau d'initiative publique, qui ne veut pas dire subvention publique et financement public à 100%, hein, au loin de là, est né. Et il est particulièrement, il a été retenu par le gouvernement pour élaborer ce plan très haut débit d'ailleurs, puisqu'il est largement fondé sur les réseaux d'initiative publique. Alors on peut regretter qu'il soit limité à une seule partie du territoire et que sur l'autre partie, on ait laissé effectivement dupliquer souvent l'investissement un peu trop profond dans ces réseaux, mais néanmoins, bon, voilà, maintenant on est au milieu du gué. Donc, ce qu'il est important pour notre pays, c'est que ça se fasse le plus rapidement, harmonieusement et avec le moins d'argent public possible, puisqu'aujourd'hui, quand même, l'État a décidé de mettre et Antoine développera plus avant, un paquet de subventions publiques, mais il y a quand même un paradoxe, c'est qu'il y a de l'argent privé qui est prêt à s'investir, à condition que le cadre soit clair et qu'on dise effectivement, les investisseurs privés demandent de la visibilité long terme, demandent qu'on leur garantisse qu'il n'y aura pas une duplication de réseaux, ils cherchent une rente. Il y a des investisseurs de long terme qui cherchent une visibilité, même si la rentabilité est longue, est moins importante, et l'investisseur public que nous sommes est là pour dérisquer, alors aider les territoires. La Caisse a accompagné déjà et a financé quasiment la grande majorité des schémas d'aménagement numérique des territoires. L'objectif aujourd'hui, en lien avec l'État, c'est d'essayer de dérisquer des modèles et d'attirer l'investissement privé sur ces réseaux en essayant de limiter au maximum la subvention publique. En gros, un délégant public devrait choisir celui qui l'assure d'aller le plus loin possible dans le territoire en mangeant le moins de subventions publiques et en ouvrant le plus à une diversité concurrentielle au-dessus. Donc c'est ça. Alors nous sommes confiants, effectivement, le fait d'avoir limité ces initiatives publiques-privées et donc l'argent d'investisseurs privés à une partie seulement du territoire rend ces modèles un peu plus compliqués, mais nous sommes confiants qu'il y a des modèles qui ne sont pas que pour l'affermage, qu'il y a bien des modèles concessifs qui permettront d'économiser un peu d'argent public et d'attirer des investisseurs privés sur les zones dites de réseau d'initiative publique. Et notre objectif, c'est effectivement d'y travailler en exposant les territoires dans des plaques suffisamment grandes, en mutualisant, en facilitant la commercialisation de ces plaques. Antoine Darod, est-ce qu'on n'a pas un problème aujourd'hui en France sur l'initiative privée? Finalement, c'est que les opérateurs, ils ont bien raison, ils se précipitent dans les zones les plus denses et les plus rentables pour eux. Et donc finalement, on va fibrer 4 fois au même endroit. Et derrière, on a des endroits qui sont pas fibrés. Quelle est la méthode que vous utilisez dans le cadre du plan haut débit pour éviter ces problématiques-là? Alors effectivement, vous l'avez rappelé, on a un plan très haut débit. On a un plan qui a été lancé par le président de la République au printemps 2013. Un plan, ça veut dire qu'il y a un pilotage, qu'on ne laisse pas faire de manière dérégulée le déploiement de cette infrastructure, qui sont des infrastructures stratégiques pour notre pays, à la fois pour des raisons économiques, mais également pour des raisons citoyennes. Et donc, c'est une volonté d'organiser les choses. Organiser les choses, ça veut dire les clarifier. Quitte à ce que ce soit un peu brutal, mais il faut, dans un cycle d'investissement, donner de la visibilité, comme l'a rappelé Gabriel. Et cet effort de clarification, il est passé par un moment un peu difficile, où, pour justement éviter la duplication des réseaux, il a été identifié des zones où c'était les opérateurs privés qui allaient déployer des réseaux privés qui sont ouverts et mutualisés, dans la plupart des cas, sauf
par exception dans une centaine de villes. Et c'est pas rien, une centaine de villes quand même. Oui, c'est pas rien. Alors c'est lié à une régulation plus ancienne qui a été quand même mise en place à l'issue d'une concertation étroite avec les opérateurs, et ce sont précisément les deux principaux opérateurs qui avaient demandé ce modèle de concurrence par les infrastructures très poussé, qui effectivement, avec du recul, peut apparaître comme regrettable, mais n'oublions pas que c'est bien l'écosystème qui l'avait demandé à l'époque et qui est limité dans des zones quand même très dense, où il y a une équation économique à déployer. La logique du plan, c'est bien un seul réseau par territoire, mutualisé. Il y a cette exception des 100 villes, qu'on peut regretter, mais qui n'est pas dramatique. Un plan de clarification, 3600 communes, environ 57% de la population qui seront couverts par des réseaux privés. Le reste, ce seront des réseaux publics déployés par les collectivités territoriales qui vont permettre d'apporter des infrastructures très haut débit à l'ensemble du territoire. Les collectivités territoriales, on les mobilise toutes, mais les projets doivent être réalisés au minimum à une échelle départementale pour avoir, encore une fois, une taille suffisante, une taille critique suffisante et une solidarité sur l'ensemble du territoire. Alors ces réseaux publics, c'est les fameux RIP? Ce sont les fameux réseaux d'initiative publique qui, comme l'a rappelé Gabriel, ne sont pas nouveaux puisqu'ils ont été déployés depuis 2004, mais qui prennent une dimension tout à fait nouvelle et singulière, dans la mesure où là, ils ne viennent pas compléter un réseau existant, notamment le réseau historique d'Orange, mais où on a des réseaux qui viendront à terme remplacer et donc qui deviendront des infrastructures essentielles au sens bien économique, financier, mais également au sens politique du terme et qui nous intéresse donc de manière importante. Donc ce grand plan, c'est quand même 20 milliards d'investissements. Et quand on parle de 20 milliards, ce ne sont pas que des chiffres, puisque ce sont déjà des réalisations, avec une partie par des opérateurs privés. L'investissement pour les opérateurs privés, c'est à peu près 7 milliards, sans compter les raccordements finaux qui, là aussi, vont coûter cher. Et puis, 13 à 14 milliards d'investissements publics. J'ai bien parlé d'investissement. Parce que, d'abord, c'est un investissement social, sociétal, dans la mesure où on attend des retours en termes d'utilité économique, générale, globale, mais également un investissement financier. On va investir 13 à 14 milliards d'euros. Ces réseaux vont être commercialisés et vont donc générer des recettes dont on espère qu'ils vont couvrir environ la moitié, en moyenne la moitié, voire plus, de leur coût d'établissement. Et c'est là où, bien évidemment, on a besoin des investisseurs privés pour pouvoir développer ces modèles. Alors, effectivement, le modèle où on a davantage concessif, où on associe des investisseurs de long terme et des fonds parapublics ou privés, il devient de plus en plus pertinent. Pourquoi ? Parce que justement, depuis 2 ans, nous travaillons à lever le brouillard, à clarifier les choses, et cette clarification fait qu'on a de plus en plus de grands fonds qui viennent toquer à notre porte ou à la porte de la Caisse pour savoir comment on investit dans ces infrastructures. Mais ça ne se décrète pas à l'arrivée des investisseurs privés, c'est la résultante d'une clarification et d'un pilotage fort. D'ailleurs, tous nous disent, y compris les grands fonds anglo-saxons, on aime bien votre modèle français parce qu'il est très régulé, parce que l'État est présent et parce que ça nous donne de la sécurité et de la visibilité sur le moyen long terme. Donc c'est bien ce pilotage par l'État fort, même si on a une mise en œuvre décentralisée, qui aujourd'hui est un atout susceptible d'accueillir et d'attirer les investisseurs privés. Alors, Jean-Pierre Bonicel, vous représentez la mission Objectif Fibre, mais à la fois aussi des industriels de la fibre. Et donc, vous, ce dont vous avez besoin, c'est de visibilité sur les déploiements. Parce que si on vous dit il nous faut de la fibre, vous allez en produire, puis si elle vous reste sur les bras, ensuite, ça vous arrange pas trop. Donc aujourd'hui, comment est-ce que vous voyez ce plan et est-ce que vous avez cette visibilité-là ? Voilà. Alors cet aspect industriel, effectivement, est très important. Au niveau de... Donc moi-même, j'interviens au titre de Prysmian, le groupe Prysmian, et j'assure la présidence d'Objectif Fibre. Je vais dire quelques mots sur l'aspect industriel qui est quand même très important. Donc au niveau mondial, il y a peu de fabricants de fibre optique aujourd'hui. On peut dire qu'il y a 30 ans en arrière, en Europe, il y avait à peu près 25 à 30 fabricants de fibre optique. Malheureusement, aujourd'hui, en Europe, il ne reste plus qu'un seul fabricant de fibre optique qui va de la fabrication de la préforme jusqu'à la fibre optique, et ce fabricant, c'est Prysmian.
Alors, toutes les données ont été... Toutes les unités de production ont été rassemblées au sein de Prysmian, qui aujourd'hui est le premier fabricant de fibre optique, si j'associe notre JV qui se situe en Chine, et on est le premier fabricant de câbles à fibre optique. Donc, de ce fait, j'ai une visibilité à peu près globale au niveau mondial. Maintenant, pour revenir au niveau de la France, on peut dire qu'on a subi, ou on a eu à suivre des à-coups assez importants. Donc tout le monde connaît le résultat de la crise de la bulle Internet. Ça, c'était au début des années 2000. Ensuite, on a eu un creux très important en 2009 en production et en installation de câbles à fibre optique. Ensuite, notre creux très important en début 2012. Et depuis le début 2012, on a une progression constante. Donc en 2014, on a installé en France à peu près 6 millions de kilomètres de fibres, peut-être un peu plus de 6 millions. Donc nous avons su répondre à ce marché. Quand je dis nous, ce sont les industriels du secteur. En France, Nexans, Acom, Silec, Prysmian principalement. Donc ces fournisseurs de câbles à fibre optique ont su répondre à ce besoin. La question qui se pose maintenant, c'est sur la suite et pour 2016, quelle sera l'évolution? Est-ce qu'on va être à 6 millions? Est-ce qu'on va passer à 8, à 12? Ça, c'est la question. Parce que pour pouvoir produire toute cette fibre optique et tous ces câbles à fibre optique, il faut des moyens industriels, il faut les adapter. Et donc, il y a une certaine inertie. On peut répondre à des besoins nettement plus importants, mais il faut de la visibilité. Alors, Antoine Darod, on n'a pas de visibilité aujourd'hui? On est en train de la construire, cette visibilité. Alors, encore une fois, il y a deux moteurs dans le plan. Il y a les opérateurs privés. Alors, on a de la visibilité chez certains, peut-être pas encore chez d'autres. Du côté de l'initiative publique, cette fois-ci, les projets qui sont en construction depuis 2 ans sont en train de se concrétiser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les marchés de travaux ou les marchés de DSP concessives sont sur le point d'être attribués. Vous savez que ce sont des processus un peu longs. Mais la plupart, les plus importants, vont être attribués à la fin de l'année ou au début de l'année prochaine. Je prends par exemple le cas de l'Alsace. L'Alsace, c'est 500 000 prises construites, attribution du marché d'ici la fin de l'année. Donc ça veut dire que dès 2016, on a une production de près de 50 000 prises en Alsace. Je prends le Nord-Pas-de-Calais. Ils vont lancer une procédure dans les tout prochains jours. On est sur 600 000 prises FTTH, attribution début 2016. Il va falloir les construire là aussi très rapidement, puisque ce sont des projets sur 4, 5, 6 ans. Donc on voit bien l'intensité de production que ça nécessite. Alors on est en train justement d'agréger toutes ces données qui sont de plus en plus précises, notamment en termes de calendrier, qu'on va pouvoir livrer aux industriels pour effectivement conforter leurs projections et leur permettre de réaliser des investissements dans les outils de production. Parce que, n'oublions pas, et Jean-Pierre l'a pas rappelé tout à l'heure, mais aujourd'hui, près de 50% de la fibre optique qui est déployée en Europe est produite en France. C'est suffisamment rare dans les périodes de pessimisme ambiant. On peut quand même rappeler et faire cocorico sur ces infrastructures et sur la capacité de notre industrie à aujourd'hui être leader en matière d'infrastructures numériques. Gabriel Gauthier, un des points qui vous tient à cœur, c'est aussi de diminuer l'investissement public dans les réseaux, c'est-à-dire en tout cas de faire en sorte que les réseaux soient cofinancés par du privé. Est-ce que vous ne trouvez pas que finalement, sur 20 milliards, avoir 13 milliards d'investissement public, c'est beaucoup? C'est pas un des points qui me tient à cœur. Je pense que c'est un des points où il faut qu'on aide la puissance publique dont les fonds sont quand même limités, y compris ceux des collectivités locales. Je pense à l'affermage, qui sont endettés jusqu'au cou et qui ont du mal à emprunter pour faire de l'affermage, parce que c'est de l'investissement public. Alors que, comme le disait Antoine, heureusement, il y a des investisseurs privés, des fonds privés, qui jusqu'à présent, il faut être clair, délaisser complètement notre secteur. C'est-à-dire que moi je m'occupe parce qu'il n'était pas considéré comme un secteur suffisamment, il n'y avait pas suffisamment de visibilité justement sur le fait que contrairement, il le ranquait. On avait fait une étude quand on avait essayé de relancer un plan fibre avec Nelly Creus en Europe. Les grands investisseurs des fonds d'infra ranquaient le secteur des télécoms 10e derrière celui des infrastructures routières, ferroviaires, énergie, déchets,
haut, etc. Parce qu'il n'y a pas, certes il y avait une régulation, mais on n'avait pas affirmé que sur 80% du territoire, il n'y avait qu'un seul réseau viable et que bien régulé. Et donc, il n'avait pas de visibilité. Et tout simplement parce qu'il se trouvait que c'était un secteur où il y avait une valse des technologies, alors que quand on sépare bien les couches entre l'infrastructure fibre qui est là pour durer pour 50 ans, il n'y a pas de risque technologique énorme dans la fibre. Et même pour développer, et ce sera l'objet de la deuxième table ronde, les objets connectés, il faut de la fibre. La fibre est l'avenir du mobile. Et donc, et on va vers des débits croissants qui vont justifier, donc il n'y a pas de risque que cette fibre reste vide. Et il y a, comme on le dit, de plus en plus d'opérateurs. Un réseau de fibre, il est en moyenne loué par une dizaine d'opérateurs. Parce qu'il ne faut pas avoir en tête qu'il y a que les 2 ou 3 en se disant on va vers un duopole. Non, il n'y a pas que. Il y a énormément d'opérateurs. Ça fait naître même des opérateurs locaux dédiés à entreprises dont il y a besoin sur les territoires. Et c'est ce qu'on constate d'ailleurs à l'étranger. Et c'est ce qu'on avait constaté quand j'étais à l'ARCEP. On avait fait une étude en disant à partir du moment où vous avez une capacité neutre, ouverte et non discriminatoire, ça fait jaillir des territoires un certain nombre d'acteurs du cloud, territoriaux, qui se dédient aux entreprises d'un territoire. Et donc, il ne faut pas imaginer que notre système est fermé. Et je pense qu'il y aura d'autres opérateurs qui font naître autour des smart cities, des objets connectés. Enfin, on n'est pas dans un écosystème complètement fermé, en particulier pour les secteurs professionnels et énergie. Et tout ce qui est d'ailleurs le secteur public local autour de la smart city, du smart grid, etc. Donc je pense que les fonds privés, les fonds d'infrastructure, aujourd'hui viennent nous voir. Bien sûr, ils préfèrent y aller quand on y va, quand la Caisse y va, parce que la Caisse, elle est là pour monter en ingénierie, co-monter des projets. Donc quand on met, et c'est tout à fait notre objet, c'est d'être un peu un incubateur, de dérisquer ces fonds d'infra privés en partenariat avec des opérateurs d'opérateurs, mais de leur exposer notre secteur, de leur exposer les territoires et d'essayer de les attirer au maximum pour essayer de libérer de la capacité d'investissement et des opérateurs et de la capacité de subventionnement là où il en faudra, parce qu'il en faudra quand même un petit peu, pour les territoires les plus fragiles, du public. Donc c'est ça la logique en fait de la Caisse des dépôts. Et on essaye d'y aller en mutualisant, en leur exposant un certain nombre de plaques communes, d'où la notion de mutualisation de plaques qu'on est en train de travailler. On essaye même peut-être de les fédérer dans des fonds et d'aller voir la Commission pour essayer d'obtenir un soutien du plan Juncker, puisque nous sommes, la Caisse est très branchée avec la BEI et le plan Juncker comme un des acteurs des banques publiques françaises devant faire remonter un certain nombre de projets. Donc pour moi, les projets très haut débit sont tout à fait, comme on dit, Junckerisables. D'accord. Et donc Antoine Daraude, aujourd'hui, cette visibilité pour les investisseurs privés, vous pensez que vous êtes en train d'y arriver, c'est ça en fait, avec tout le boulot que vous avez fait depuis 2 ans, on y arrive. Oui, alors il y a encore du chemin à faire. Hein. Pour la publication des indicateurs et des prévisions, le ministre nous a demandé de préparer les choses pour être prêt dès le mois de juillet. Donc, vous voyez, donc en juillet, on aura un indicateur mensuel ou alors, mensuel, je ne suis pas sûr que ce soit très pertinent, mais trimestriel et qui donnera la visibilité sur les marchés qui sont projetés et donc les nombres de prises produites et commercialisées chaque année dans les 5 ou 10 prochaines années, en train d'essayer de voir dans quelle mesure on peut donner de la visibilité aussi de plus long terme, même si elle sera nécessairement moins précise. Donc oui, effectivement, on travaille à lever au maximum le brouillard. Il y a encore des pistes à travailler, notamment effectivement sur la consolidation de cet écosystème des réseaux d'initiatives publiques et des partenaires, opérateurs partenaires des collectivités territoriales qui vont construire et exploiter ces réseaux pendant 10, 20, 30 ans. Et donc on a intérêt à sécuriser et stabiliser ces partenaires privés, mais qui doivent comprendre et concilier avec l'intérêt général également. Jean-Pierre Bonicel, pour vous, les RIP, c'est bien, mais vous soulevez quand même un problème de péréquation. Puisque quand on a construit le réseau téléphonique, on avait une péréquation nationale. L'abonné de Paris payait la ligne de 3 km de l'Auvergne. Aujourd'hui, vous dites, tous ces RIP-là, il n'y a pas de péréquation entre eux. Donc finalement, on n'est pas à l'optimum. Oui, alors juste pour rebondir sur un point que soulignait Antoine tout à l'heure, au niveau industriel, il est vrai que je ne l'ai pas dit, mais nous avons en France une unité de production de fibre optique qui produit tout de même quelques 25 à 30 millions de kilomètres de fibre par an,
Donc vous voyez, c'est une capacité importante, on n'en parle pas suffisamment. C'est une technologie quand même assez avancée. Et c'est le résultat de travaux de R&D de nombreuses années. En plus, on a introduit une fibre qui est de plus en plus utilisée en France et de plus en plus utilisée au niveau international. Donc cet aspect industriel, je tiens à le souligner, on en parle, je pense, pas suffisamment. Et ici, au sein du MEDEF, je crois que c'est le lieu pour en parler. Pour revenir sur la question de ce problème de péréquation, c'est vrai qu'à une certaine époque, la solution était beaucoup plus simple. Lorsqu'il y avait les PTT dans leur ensemble, la péréquation se faisait de façon très aisée au sein des PTT. Aujourd'hui, le problème est beaucoup plus complexe et il est bien certain qu'on va être confronté à un problème de financement de ces réseaux, surtout dans les départements assez défavorisés, parce que le financement de ces réseaux est quand même très coûteux. Il faut absolument éviter la redondance. Antoine en a parlé, je crois que là, l'action est bien lancée. Ce problème de péréquation est un peu traité à travers la mission très haut débit et à travers les solutions de financement qui sont lancées. Mais est-ce que ce sera suffisant? C'est la question qu'on peut se poser, sachant que les collectivités auront de plus en plus, sauf si je me trompe, de moins en moins d'argent. De plus en plus de difficultés ou de moins en moins d'argent pour ces financements. Alors c'est bien certain qu'il y a, et on le voit bien, une réorientation des affectations au niveau des collectivités. Les frais d'entretien ou de rénovation ou de création de routes, je pense, ou de ronds-points est peut-être mis un peu au deuxième rang par rapport au déploiement des réseaux très haut débit, des infrastructures. Mais comme le disait Gabriel tout à l'heure, il est certain qu'on aura besoin d'un maillage extrêmement important, non seulement pour le FTTH, mais également pour la 4G, la 5G qui arrive à grands pas. Et sans maillage très dense, ces réseaux-là ne pourront pas fonctionner. Donc c'est un problème très important. Antoine Darotte sur cette problématique. Oui, concernant la péréquation, je voudrais rajouter une chose quand même. L'État a mobilisé un peu plus de 3 milliards d'euros pour soutenir les initiatives des collectivités territoriales dans le déploiement de ces nouveaux réseaux très haut débit. Le budget de l'État est quand même le premier outil de la péréquation en France, d'autant que la redistribution dans le soutien au projet des collectivités est différenciée. On a, en fonction du taux de ruralité et du taux de dispersion de l'habitat, calculé un niveau de soutien différent selon les départements. En Yvelines, vous avez un taux de soutien à 33%. Dans la Creuse, vous avez un taux de soutien à 62%. Donc on a bien différencié en fonction de la difficulté à réaliser. Et puis, je ne sais pas, il y a peut-être un certain nombre d'entre vous qui habitent à Paris. Le plan France Très Débit donnera 0 € pour le déploiement de la fibre optique à Paris. Vous payez pourtant vos impôts, et c'est bien ces impôts-là qui vont aller servir à aller déployer des réseaux dans la Lozère, dans la Creuse. Et donc, on a bien quand même une forme de péréquation, même si elle n'est pas organisée sous une forme de monopole. Mais je crois que, et Axel Lemaire l'a bien rappelé ce matin, le gouvernement a bien compris que la nouvelle révolution numérique, elle ne serait pas imposée d'en haut dans le cadre de monopole. On a besoin de faire vivre et de s'appuyer sur ces initiatives décentralisées, privées et publiques, pour pouvoir réussir ce défi. Donc la volonté, c'est pas d'y aller effectivement par un monopole national qui fait de la péréquation, mais bien d'organiser une nouvelle forme de péréquation à partir d'actions décentralisées d'acteurs privés et publics. Gabriel Gauthier, sur la problématique de la péréquation et sur le financement de ces DSP aujourd'hui. Écoutez, le plan, il est ce qu'il est. C'est vrai qu'il aurait attiré plus d'investisseurs privés s'il avait englobé des zones denses et des zones moins denses sur un réseau de fibres péréqué. Donc, il aurait été peut-être un peu plus économe d'argent public. Donc, ça, voilà. Maintenant, on va essayer, et j'ai bon espoir que sur les zones qui restent dédiées au réseau d'initiative publique et où la Caisse peut investir, elle peut aussi investir d'ailleurs dans les autres zones. Il n'y a rien ne l'empêche d'aller en partenariat avec des opérateurs et on regarde des choses hors zone RIP. Mais, vous allez investir dans combien de projets, pardon? La Caisse n'a pas vocation à investir partout parce qu'elle accompagne la collectivité, elle est du côté de la collectivité et la collectivité fait le choix, donc elle l'accompagne, elle se retire, la collectivité fait le choix de ses opérateurs. On peut signer un memorandum of understanding avec chacun des opérateurs qui répondent et s'ils le souhaitent,
la Caisse peut venir en co-investisseur avec eux, en général. Donc, mais on n'a pas vocation à être partout. Aujourd'hui, sur les, je sais plus là, les 74 projets qui ont été déposés, il y en a déjà, on travaille déjà sur une bonne trentaine qui représentent à moyen terme 23%, à long terme 41% des foyers en zone RIP. Et on a bon espoir effectivement de pouvoir les accompagner et investir. Donc ça fait une bonne partie. Et quand on met, je rappelle, quand on met 1 euro d'investissement, en général, je sais pas, un projet concessif, c'est 30% d'equity, 70% de dette, par exemple. On attire, et la Caisse ne souhaite jamais être majoritaire, même dans l'equity. Donc, en général, 1 euro d'investi de la Caisse génère x10 en investissement réel investi. Donc, c'est ça qu'il faut avoir en tête. Antoine Darod, une autre problématique, on a parlé d'investisseurs privés, on a parlé de l'État, mais on n'a pas parlé des fameux OTT, les over the top, ceux qui vont utiliser ces réseaux, qui les remplissent de manière parfois très importante avec des flux vidéo très haut débit et qui, eux, ne contribuent pas du tout à ces réseaux. Aujourd'hui, la position de la mission très haut débit sur les OTT, et alors c'est vrai qu'on a parlé hier des GAFA, mais quand on parle des OTT, on arrive souvent à parler des mêmes que les GAFA. Aujourd'hui, comment on les fait, puisqu'on avait Carlo D'Azzaro-Biondo hier qui nous disait que Google voulait investir en Europe. Quel dispositif on imagine pour l'aider à investir? Visiblement, il veut beaucoup investir. Alors, il faut d'abord rappeler que les réseaux d'initiative publique qu'on est en train de développer sont des réseaux neutres et ouverts. Comme l'a dit Gabriel, c'est vrai qu'on a des nouvelles technologies. Quand on a une disruption technologique, on peut avoir l'arrivée de nouveaux acteurs. Et si Google veut venir jouer et investir et être client des réseaux d'initiative publique, ce sera formidable pour l'investissement privé et pour la réussite de nos réseaux d'initiative publique. Après, la mission Très haut débit n'a pas de position par rapport à ce financement, qui est une question très très complexe. Une réflexion peut-être plus personnelle. C'est vrai qu'on a tendance très souvent à dire que face à des gros, il faut faire des gros. Et donc à avoir une réaction de choc des titans. C'est pas forcément la seule solution possible. Et moi, j'ai souvent cette image de plein de petits poissons qui, agrégés, font un plus gros poisson que celui qui, initialement, est plus gros que les petits. Et tout ça pour dire qu'il peut y avoir une réponse plus en termes d'organisation, y compris avec le droit, qui est peut-être une réponse plus européenne que celle de vouloir mettre forcément un titan face à un titan, ce qui n'est pas forcément l'agilité la plus efficace en matière de numérique. Gabriel Gauthier, vous souhaitiez réagir? C'est effectivement, quand on dit il n'y a plus de la place que pour 3 ou 4 opérateurs en France, etc. Enfin, moi, je souhaite juste regardez ce qui se passe dans certains pays. Regardez déjà ce qui se passe sur les RIP en France. C'est faux. Il y a quelquefois 15 opérateurs. Mais ce n'est pas des opérateurs qu'on connaît. Il y a des opérateurs locaux, d'entreprises, dont le nom n'est pas connu du grand public, qui existent. Un autre exemple, c'est Singapour. Singapour, c'est une ville-État qui a pris le pari de faire un réseau de fibres ouvert. Vous savez combien il y a d'opérateurs et qui sont rentables sur le réseau de Singapour? Dites-moi. Plus de 20. Mais qui sont des over-the-top, effectivement, et qui sont dédiés aux jeunes, qui dédiés aux écoles, qui dédiés... voilà, donc il y a d'autres modèles. On est enfermé dans nos modèles. Faut faire attention. Je pense que l'Internet va quand même bouger un certain nombre de choses si on laisse simplement, si on a le courage de laisser cette révolution s'opérer. Donc je pense que je déteste en fait les schémas préconçus et tablés sur le passé. Et je crois qu'il faut être un petit peu plus forward-looking. 20 opérateurs. Jean-Pierre Bonicel, un autre point qu'on n'a pas encore abordé, c'est l'homogénéité de ces réseaux, aussi bien en termes d'architecture que de technologie. Oui, effectivement, il y a, on va dire, au début de la création de ces réseaux, on va dire au début des années 2000, le système est parti un peu dans toutes les directions. Chacun voulait créer son réseau d'une certaine façon, avec une certaine architecture, avec tel produit, avec telle solution, ainsi de suite.
c'est vrai qu'on sortait d'une solution monopolistique où tout était réglé. On est allé, je crois, trop loin dans ce sens-là. Et depuis quelque temps, on est en train de réagir et de ramener les choses dans le droit chemin, je pense. S'agissant d'infrastructures, on ne peut pas laisser aller et utiliser n'importe quelle architecture et n'importe quelle technologie, parce que ces architectures sont des biens qui sont créés pour des décennies, pour 40 ans, 50 ans, qui seront utilisés par tout un tas d'opérateurs, mais qui doivent avoir une pérennité considérable et un coût d'exploitation le plus faible possible. Et c'est à partir de là qu'en 2009, voyant un petit peu tout ce, on va dire, tout ce bazar, on a souhaité canaliser un peu ces éléments. Et c'est à partir de cette constatation qu'en 2009, on a créé Objectif Fibre, qui rassemble les efforts de la FFT, de la FIEC, du CERS et de la FFIE. Donc ces 4 fédérations se sont réunies pour essayer de canaliser un peu ce mouvement. Ensuite, avec la mission très haut débit et avec Antoine Darod, on travaille main dans la main pour aller dans cette direction. Ce n'est pas très facile, parce qu'il faut bien voir qu'entre la force de frappe que représentait une DGT et un CNET, qui avait une force de frappe considérable, reconnue d'ailleurs sur le plan international, et la petite force de frappe que représente aujourd'hui la mission très haut débit et Objectif Fibre, ce n'est pas pareil. Mais je crois qu'il va de l'intérêt de l'ensemble, et de la nation, d'aller vers des réseaux les plus homogènes possibles, construits avec du matériel fiable, et pour avoir des réseaux pérennes et qu'on puisse exploiter sans aucun problème. Alors en tant qu'industriel, je vais dire à la limite, je ne prêche pas pour ma paroisse parce que je ne défends pas le consommable. Mais je pense qu'au niveau de la nation, c'est quand même fondamental. Et sur ce point-là, on sait très bien qu'on va faire, mettons, autant de réseaux que de départements. Mais dans quelques années, et dans moins de 10 ans, tous ces réseaux vont être regroupés au sein de quelques opérateurs. Si ces quelques opérateurs ont à opérer un réseau de type A ici, de type B ici, de type C là, pour l'opérateur, ce sera une vraie galère. Et donc, je pense que pour toutes ces raisons, il faut aller vers quelque chose de plus raisonnable. Vous êtes d'accord, Antoine ? Parfaitement, et surtout ce qui a été dit, y compris sur la comparaison avec la DGT. Et effectivement, j'ai oublié de le préciser, la mission très haut débit aujourd'hui, c'est 15 personnes rattachées et qui vont... la mission très haut débit va rejoindre l'agence du numérique qui a été formellement créée au début de l'année et qui devrait prendre corps au deuxième semestre. À côté de la French Tech d'une part et des usages et de l'inclusion d'autre part. Donc vous voyez que c'est très peu. Je me suis souvent plaint du fait qu'on soit peu nombreux, mais en fait c'est également une force parce que ça vous oblige à vous appuyer sur les initiatives déjà existantes plutôt que de dupliquer. Et effectivement, on s'est rendu compte que on pouvait compter sur les industriels, sur les opérateurs. Il y a le groupe Objectif Fibre, il y a Interop Fibre, il y a d'autres groupes avec lesquels on travaille, parce qu'on n'élabore pas des préconisations techniques pour les collectivités depuis un bureau dans BRC, mais au travers de groupes de travail et de réunions que l'on a avec les opérateurs et les industriels, qui nous permettent de dégager des bonnes pratiques, alors qui vont évoluer, mais qui permettent de stabiliser les choses. Alors c'est un petit peu le problème que l'on a, c'est que les premiers réseaux, et ceux qui aujourd'hui qui sont les plus visibles parce que les plus déployés, n'ont pas été construits avec ces préconisations qu'on est en train progressivement d'établir, ce qui fait que les premiers réseaux aujourd'hui que l'on voit... Vous parlez des opérateurs, des réseaux privés ? Des réseaux plutôt publics qui aujourd'hui... Parce que les réseaux aujourd'hui... privés, c'est pas terrible non plus. C'est-à-dire qu'entre Numéricable, qui a eu à un moment sa stratégie, Orange, qui a beaucoup misé sur le FTTB, il y a quand même eu beaucoup d'hétérogénéité aussi. Il y a eu de l'essuyage de plate. Maintenant, dans les zones denses et dans les villes, ça déroule. Et puis, je peux vous assurer que ça déroule de plus en plus. On a dans les zones plus rurales, avec du déploiement en aérien, de nouvelles problématiques qui arrivent chaque jour, que l'on traite justement avec les industriels, les opérateurs et les collectivités territoriales. Donc tout n'est pas fini, mais enfin le mainstream technique est en train d'être stabilisé, ce qui nécessite d'ailleurs à certains réseaux un peu pionniers, notamment les réseaux publics, aujourd'hui de se remettre à niveau
pour pouvoir rentrer dans ce mainstream, ce qui veut bien dire qu'on doit le plus tôt possible rentrer dans ces préconisations qu'on établit avec l'écosystème. Gabriel Gauthier, pour rebondir sur la partie sur le mobile, Jean-Pierre nous disait effectivement tout à l'heure que les réseaux de fibres étaient aussi justement très importants pour pouvoir finalement donner de la capacité aux BTS mobiles, aux tours mobiles, aux antennes mobiles. Aujourd'hui, vous voyez comment le déploiement du haut débit mobile, parce que finalement, on voit qu'on a un sacré retard en France. Depuis le début, d'ailleurs, les RIP de première génération avaient pour objectif non seulement d'atteindre les points de France Télécom pour permettre aux opérateurs dégroupeurs d'aller émuler le cuivre, mais d'être utilisés par les opérateurs mobiles et donc de rejoindre les pylônes, donc les antennes mobiles. C'était un objectif essentiel. Également fibrer les zones d'activité, etc. Le très haut débit, comme je vous disais, ça sera d'abord, il faut essayer d'épargner le spectre le plus possible avec cet Internet des objets qui va nécessiter la perspective, si vous voulez, de l'explosion de la data. Quand j'étais chez Alcatel-Lucent, les chiffres c'était entre 2011 et 2016 fois 38 en termes de capacité, donc à écouler. Et tout ne va pas pouvoir être écoulé par le spectre. Donc pour décharger, il faut faire des réseaux modulaires où ça ne détruit pas forcément les grandes antennes, mais des moyennes antennes, mais également des picots et des femtocelles, des petites cellules. Pour relier ces petites cellules. Et c'est d'ailleurs tout l'objet également des smart cities. Et c'est pour ça d'ailleurs que nous réfléchissons au-delà à quel modèle d'ailleurs d'investisseurs peut-il y avoir pour des smart cities. Malheureusement, chez Alcatel, quand j'y étais, on en construisait plus au Moyen-Orient et en Asie qu'en France. Mais il y a quand même aussi, il faut qu'on réfléchisse à ce que sera la smart city de demain. Donc ça sera effectivement tout un tas de capteurs, d'objets connectés. Mais derrière, il y a, et vous pensez bien que les collectivités ne vont pas tolérer qu'il y ait 3-4 opérateurs qui viennent mettre leur propre petite sur chaque abribus, avec chacun 3-4 fibres et en plus leur énergie. Donc il y a un rôle à penser la mutualisation, et c'est pour ça que le mobile et l'Internet, la fibre est l'avenir de l'Internet des objets, également dans nos villes. Alors, j'avais juste un point au sujet de l'hétérogénéité des plaques. Je pense qu'il y a un point sur lequel nous, on souhaite également travailler, c'est à des plaques communes de commercialisation et d'exposition pluridépartementale pour les grands opérateurs. Ça, c'est un point important. Et on est prêt à accompagner, par exemple, l'approche suivie par la région Aquitaine, et le sénateur Kamani, d'ailleurs, sur ce sujet, qui envisage de regrouper un certain nombre de plaques pour faire un système d'information commun, mutuel, de commercialisation et d'exposition et d'interface avec les opérateurs. On peut déjà réduire une partie de l'hétérogénéité dont on parlait. Donc c'était un point. Les plaques sont trop petites aujourd'hui ? Parce qu'il est quand même un peu difficile d'aller. Oui, bien sûr. Pour des opérateurs nationaux, les plaques peuvent peut-être trop petites. Pas pour tous, mais pour les opérateurs nationaux, oui. Et donc ils ne peuvent pas se payer d'aller négocier département par département une interconnexion. Donc avec chacun d'entre eux. Donc il y a des régions qui l'ont comprise et on est en train de travailler avec elles à constituer ces plaques de commercialisation. Et donc la région Aquitaine, ce qu'elle va faire, c'est que du coup il y aura un système d'information qui permettra, c'est ça, d'accéder à la totalité pour ceux qui le souhaitent, pas des obligés. prises des différentes plaques de la région, voilà. C'est ça ? D'accord. Antoine Darroute, vous étiez d'accord sur le fait que je vous passe la parole, parce que vous acquiesciez que les plaques étaient trop petites. Complètement. Je pense que si le first best aurait été effectivement d'avoir des réseaux élaborés à un niveau pluridépartemental. Alors, je ne sais pas si c'est régional, plurirégional, on ne sait rien. De toute manière, tout ça va changer. D'ailleurs, le projet aquitain, il pourrait prendre une nouvelle dimension à la fin de l'année lorsque les 3 régions, Poitou-Charentes et Limousin, seront rassemblées. Simplement, il faut bien avoir conscience que lorsque le président de la République a fait les arbitrages au printemps 2013, l'idée n'était pas de faire table rase du passé. On avait des initiatives, et notamment de collectivités, qui étaient déjà parties, et notamment à l'échelle départementale. Beaucoup de schémas directeurs que la loi imposait en 2009 ont été réalisés au niveau départemental. Il était donc très difficile d'enlever cette compétence. Et donc, plutôt que d'y aller avec le bâton, on y est allé avec la carotte. C'est-à-dire que dans le cadre du plan, lorsqu'on a un projet pour lequel on a une exploitation, une commercialisation avec au moins 2 départements, on octroie 10%
un bonus de 10% de la subvention de l'État, et lorsque c'est au moins 3 départements, c'est plus 15%. Je peux vous assurer que ça en a fait réfléchir plus d'un, et qu'aujourd'hui, on a effectivement des regroupements importants. Alors on a des régions qui sont parties, l'Auvergne, la Bretagne, l'Alsace, le Pas-de-Calais. On voit bien que cette histoire de prime a réveillé beaucoup de choses dans le sud-ouest, en Bourgogne, en PACA. Bref, si aujourd'hui, effectivement, on a 88 départements engagés dans 74 dossiers, donc vous voyez qu'il y a quand même déjà un peu de supradépartementalité, je pense qu'à terme, on va encore réduire le nombre de projets grâce à une augmentation de la taille qui est souhaitable, à la fois parce qu'il faut des compétences techniques importantes pour suivre les projets et autant les mutualiser dans les collectivités, et puis pour des raisons de taille critique d'exploitation, bien évidemment, il faudra regrouper les projets. Et pour donner un dernier repère, en termes de nombre de prises, quels sont les objectifs que vous vous êtes fixés sur le nombre de prises ? Alors, aujourd'hui, dans les dossiers qu'on a reçus et qui sont en cours d'instruction ou dont l'instruction est achevée, d'ici fin 2020, on prévoit la construction de 6 millions de prises FTTH. Alors tout ça est un petit peu long, je le disais tout à l'heure, parce que construire une infrastructure qui va durer pendant 50 ans, voire un siècle ou plus, ça doit se faire correctement, ça se planifie, il faut faire des études terrain, et puis il y a des marchés publics qui sont particulièrement longs. Bref, les premières prises du plan, elles sont sorties en décembre dernier, notamment en Auvergne, dans la l'Oise ou en Eure-et-Loire. On sera en vitesse de croisière d'ici le deuxième semestre 2016. Et vitesse de croisière, ça veut dire qu'on sera à plus d'1 million de prises publiques produites chaque année. Par an. À côté des plus d'1 million de prises aujourd'hui, 1,5 million de prises construites par les opérateurs privés. Donc on voit bien que les feux sont en marche et que ça va accélérer. Alors, ça ne suffit pas à faire du très haut débit pour tout le monde d'ici 2022. Et c'est là où le plan a bien décidé de prendre acte du mix technologique. La fibre, et notamment la fibre optique jusqu'à l'abonné, c'est le first best, il n'y a pas besoin d'y revenir, puisqu'une fois que vous avez un tuyau de fibre de bout en bout, il suffit de changer les équipements actifs de chaque côté, et vous pourrez faire passer demain 10 gigas, 100 gigas, enfin, on ne connaît pas jusqu'où ça pourra aller. Par contre, on ne peut pas apporter cette fibre optique jusqu'à l'abonné à tout le monde, parce que plus on se rapproche du local terminal, plus c'est complexe, plus il y a des situations variées. Plus des autorisations, ça coûte cher. Exactement. Et donc, on a besoin parfois de passer par des étapes intermédiaires, notamment de fibre jusqu'au village, qui correspond finalement à la montée en débit on remplace la fibre, le cuivre par la fibre jusqu'à l'entrée du village, et puis on laisse le bon vieux réseau cuivre sur la fin. Donc, ça n'a pas d'apporter la même chose, mais c'est une solution. Et puis, on upgrade en VDSL ou... Exactement. Donc c'est des solutions temporaires. Et puis, n'oublions pas les technologies hertziennes. Les technologies hertziennes, technologies non filaires, que ce soit satellitaires ou terrestres, avec ce qu'on appelle les LTE, que ce soit 4G, 5G, enfin surtout 5G, et puis les évolutions dans le cadre du WiMAX notamment. Alors, on a aujourd'hui encore quelques incertitudes. On a la certitude que ça pourra servir une partie, et surtout une partie des locaux qui sont très chers à les raccorder en fibre optique jusqu'à l'abonné. Donc c'est stratégique pour nous. Alors est-ce que cette partie, c'est 1% de la population ou 5% de la population ? On ne sait pas. Et on est d'ailleurs en train de réaliser une étude pour essayer de faire un peu de prospective et de regarder ce qu'il y a dans les cartons chez les équipementiers, dans la recherche la plus en amont possible, parce qu'on souhaite au maximum pouvoir mobiliser ces technologies alternatives sur les X derniers pourcents qui représentent en termes de financement public des efforts particulièrement importants. Pour conclure ce premier débat, Jean-Pierre, vous me disiez, pour couvrir la France en 2022, il faudrait doubler nos efforts actuels, c'est ça ? Oui, je pense que le rythme qu'on a actuellement, le rythme 2014 avec 6 millions de kilomètres de fibres par an, je pense qu'on est largement en dessous de ce qu'il faudrait pour atteindre l'objectif de 2020 ou 2022. Et donc, il faudrait à peu près certainement doubler ce volume. Les chiffres qu'indique Antoine Darotte, d'ailleurs, ne sont pas très loin de cela. Si on prend le 1,5 million de prises déployées par an par le secteur privé, qui se trouve plutôt dans des zones denses, donc avec un kilométrage de fibre un peu plus faible que dans les zones moins denses, plus le 1 million de prises par an dans les zones moins denses,
bon an, mal an, ça doit conduire peut-être à doubler ce volume. Alors tout ça a quelques implications. Il faut effectivement être prêt au niveau industriel, il faut avoir la visibilité, on en parlait tout à l'heure. Au niveau d'Objectif Fibre également, on s'occupe de l'aspect formation, et on s'en occupe depuis 2009. C'est un point très important, parce que un point que je voudrais souligner, la fibre, c'est un médium formidable, mais quand même, tout de même, un peu plus sensible que le cuivre. Un peu plus sensible que le cuivre. Donc, ça nécessite une formation un peu plus soignée au niveau des installateurs que dans le cas du cuivre. Donc cet aspect formation est un élément également très important qu'il faut prendre en compte, et il faut que tous les installateurs, et là aussi, voient venir le coût. Ce dont je parle au niveau industriel, c'est vrai également pour les installateurs, qui sont très demandeurs, parce que pour un certain nombre, il y a eu beaucoup de promesses, beaucoup d'attentes, et un certain nombre sont toujours en attente de voir arriver le déploiement de la fibre pour se mettre sur cette activité. Et il faut qu'ils forment, et pour ça, ils ne peuvent pas trop former à l'avance de phase, oui. Et donc il faut que ça soit un peu planifié. Voilà. Très bien. Merci. Un dernier mot, Gabriel Gauthier. Il ne faut pas oublier que c'est quand même un réserve d'emploi formidable, hein, de formation et d'emploi. Alors, j'en parle moins bien que la Fédération des réseaux d'initiative publique, mais qui pourrait peut-être aussi être amené, qui aurait utilement pu en parler ici. Mais il y a tout un plan de formation, d'embauche, parce qu'il y a une crainte. Alors, nous serons heureux quand nous l'aurons d'une surcharge de travail pour ces entreprises d'installation. Hein. Donc heureux serons-nous quand nous en serons là. Merci à tous les trois, je crois qu'on peut vous applaudir. On va vous laisser regagner l'assistance. Et puisqu'il fallait parler d'Europe un petit peu, je vous propose de regarder une vidéo de Pascal Riquet qui va nous faire une synthèse de ce qui est prévu en ce moment au niveau de la Commission européenne. L'économie numérique est devenue un élément tout à fait essentiel de l'économie en général. Et bien sûr, c'est aussi un élément essentiel de la vie sociale. Et dans ces conditions, l'Europe et la nouvelle Commission ont mis le numérique en tête de liste de leurs préoccupations et dans les trois sujets, avec l'énergie et le marché unique, dans les trois sujets qui étaient en tête de liste des préoccupations. Comment l'Europe compte intervenir sur le sujet du numérique? Elle compte intervenir de deux façons et sur deux sujets. Premièrement, sur le sujet des infrastructures. Alors, sur les infrastructures, l'Europe interviendra par le biais de trois mécanismes. Aider tout d'abord à la généralisation du haut débit et donc aux infrastructures essentiellement fibrées, par le biais du mécanisme d'interconnexion de l'Europe, où un peu plus d'1 milliard d'euros seront à la disposition des opérateurs, que ce soit des opérateurs privés ou publics, pour augmenter la surface et finalement faire en sorte que l'ensemble des populations puissent être connectées. Une deuxième type d'intervention se fera toujours d'ailleurs sur l'extension du réseau fibré et l'interconnexion par le biais du plan Juncker, que nous avons, je pense, finalisé il y a maintenant 2 jours. Et ce plan Juncker permettra de lever, en quelque sorte, un certain nombre d'emprunts garantis et subordonnés qui permettront de modifier et de faciliter les opérations. Et le troisième mécanisme de soutien, c'est par le biais du programme Horizon 2020, qui est le programme de soutien à la recherche, où 700 millions d'euros à peu près seront consacrés au développement de la 5G. Donc il y a un premier soutien, un soutien financier par ces trois mécanismes aux infrastructures et au développement des infrastructures en Europe, de manière à ce que le marché soit interconnecté et qu'il soit interopérable. Et puis évidemment, le deuxième aspect de l'intervention de l'Europe, qui n'est pas le moins important, c'est celui de la régulation. Et trois sujets seront extrêmement présents dans l'agenda européen. Le premier sujet, bien entendu, c'est de lutter contre la fragmentation du net. On sait que plus de 100 opérateurs, sur le plan économique, 28 régulateurs sont des sujets qui empêchent la performance. Et notamment, on le voit, parce que c'est très compliqué pour toutes les start-up d'émerger sur une échelle suffisante dans un marché aussi fragmenté.
et que ça empêche aussi l'émergence de grands champions, qui est une capacité internationale qui soit au même niveau que les grands opérateurs chinois, par exemple, ou américains. Le deuxième sujet qui préoccupe l'Europe, c'est la neutralité du net, qui est un sujet qui ne peut pas être discuté, je crois, pour l'Europe. Donc cette neutralité doit être préservée. C'est un facteur, nous semble-t-il, très important pour la poursuite de la performance et surtout pour que l'on préserve en quelque sorte l'esprit initial qui a permis l'émergence d'un certain nombre de champions et d'un certain nombre de concepts plus performants. Et puis, la dernière donnée, qui n'est pas la moins importante, notamment pour les parlementaires, c'est la protection des données, un sujet auquel on est extrêmement attaché, sur lequel, depuis l'année dernière, une proposition de règlement est sur la table, elle est discutée. Alors effectivement, il faudra trouver des équilibres qui permettent un fonctionnement et une fluidification du marché et une valorisation du marché correcte, mais aussi, bien sûr, le respect des données, de la protection des données pour les consommateurs, qui est un élément très important de la confiance du public et donc aussi du succès de l'économie numérique. Voilà. Soutenir la capacité physique du marché de s'étendre, de devenir interconnecté, interopérable, et puis permettre à une régulation plus simple, plus efficace, permettre donc aux acteurs du marché de se développer à une échelle mondiale, ce qui est maintenant compliqué. Tels sont les éléments sur lesquels l'Europe travaille. Le tout dans le cadre d'un marché unique qui doit être beaucoup plus performant sur le plan, évidemment, de l'économie. Nous sommes donc extrêmement préoccupés, dans le bon sens du terme, et occupés, et je pense actifs. Nous espérons que dès la fin de cette année, un certain nombre de ces sujets auront significativement avancé, tout en restant attentifs aux transformations d'une économie qui n'a pas fini de nous réserver des surprises. La première partie de la table était liée à le déploiement des infrastructures. On va faire une deuxième partie de la table sur les services qu'on offre aux entreprises. Et pour cela, j'invite les trois intervenants suivants. Je demande à Ludovic Lemohan, PDG de Sigfox, de bien vouloir nous rejoindre sur scène, s'il vous plaît. Vous pouvez les applaudir pendant qu'ils montent sur scène. À Michel de Rosen, PDG de Telsat, et à Benoît Loutrel, directeur général de l'ARCEP. Juste avant de commencer le débat sur les entreprises, je vais quand même demander à Benoît Loutrel sur ce qu'on vient de voir sur l'Europe. Comment expliquer cette manie européenne de vouloir n'avoir que 3 ou 4 opérateurs? Puisque tout à l'heure, on avait Gabriel Gauthier qui nous disait qu'à Singapour, il y en avait 20 et que ça marchait très bien. Et en Europe, comment vous expliquez-vous de votre côté que la Commission et les députés européens trouvent toujours qu'il y a trop d'opérateurs en Europe? Et je pense que on a un problème de géographie. L'Atlantique est trop large. Et donc, vu d'Europe, on voit toujours les États-Unis de loin et on se dit, oh, il n'y a que 3 opérateurs. Et quand on regarde de près, c'est un peu plus compliqué. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on va sur place, dans tous les États américains, il y a bien plus de 3 opérateurs qui sont présents. Il y en a 3 qui sont connus, vus d'Europe, mais il y en a bien plus sur place. Alors, vu d'Europe, on se dit aux États-Unis, c'est merveilleux, ils ont des économies d'échelle incroyables, le continent. Mais quand on va sur place, on réalise que chez eux aussi, c'est un État fédéral et il y a aussi plein de règles qui sont fixées au niveau des États fédérés et que Verizon, qui est présent sur tout le territoire américain, il doit quand même s'adapter localement à des configurations différentes, à des réglementations différentes. Donc je pense qu'on a un peu une image un peu biaisée des États-Unis. Et réciproquement, alors là c'est plus surprenant, on observe assez mal notre continent européen aussi. Et on dit mais c'est effroyable, il y a des centaines d'opérateurs. Oui, mais quand vous regardez de près, à l'échelle européenne, prenez le groupe Orange, le groupe Vodafone, le groupe Telefonica, le groupe Deutsche Telekom, qui sont les 4 plus grands groupes européens de télécom, ils sont extrêmement comparables aux plus grands acteurs américains. Mais effectivement, ils exercent leur activité via des filiales Orange France, Orange Espagne. Donc en fait, l'écart n'est pas si élevé que ça. Et en pratique, c'est en partie effectivement un faux débat. Et réciproquement, quand vous retombez, alors cette fois-ci au niveau français, c'était l'enjeu de la table ronde précédente, il y a une organisation qui a été poussée par le gouvernement, par l'État, pour éviter la duplication d'infrastructures.
Donc on peut avoir le meilleur des systèmes, qui est une richesse des acteurs en termes d'offres de services, une relative concentration en termes de qui déploie, sans avoir de monopole. D'accord, merci de cette réponse, c'était quand même assez intéressant. Et à votre avis, pourquoi l'Europe fait une fixation là-dessus alors ? Parce que quelques grands opérateurs font du lobbying, pousser ce message un peu trop fortement, mais il manque un intervenant à la table ronde, donc c'est pas drôle. Oui, il nous a fait faux bond à la dernière minute. Voilà. Peut-être il aurait pu nous répondre de manière plus précise. Sur la partie entreprise et sur la partie des offres et des attentes des entreprises aujourd'hui, quelle est votre intention à l'égard des entreprises et du tissu économique ? Alors, effectivement, dans la table ronde précédente, on a beaucoup parlé de fibres, mais les entreprises ne consomment pas de fibres, elles consomment de la connectivité numérique. Donc, nous, on se concentre effectivement sur l'offre de l'industrie des télécoms vis-à-vis de ce que j'appelais l'entreprise France, qui demande effectivement beaucoup de changements des produits. Hier, elle demandait l'accès au téléphone. Aujourd'hui, elle demande l'accès au téléphone et à Internet. Demain, et quasiment déjà aujourd'hui, elle demande beaucoup plus généralement une connectivité numérique. Connectivité numérique qui doit être totale. C'est-à-dire que je crois qu'il y a 2 ans, on s'inquiétait de dire à quelques secteurs de l'économie qui n'avaient pas encore bien compris qu'il y avait une révolution numérique qui arrivait. Là, on est convaincu que tous les secteurs ont compris qu'il fallait réinventer son modèle économique dans ce monde totalement numérique. La tenue aujourd'hui, hier, de cette conférence au MEDEF en atteste. Et donc, toutes les entreprises ont besoin, pour aller de l'avant, pour s'inscrire dans cette révolution, d'une connectivité numérique complète, fixe, pour relier effectivement les bâtiments, les lieux de production, les lieux de commercialisation, mais aussi mobile pour aller connecter cette révolution de l'Internet des objets connectés où ça sera, le moindre équipement sera connecté, le moindre véhicule le sera, et toutes les entreprises auront besoin d'aller chercher cette connectivité. Et donc les entreprises iront chercher sur les réseaux fixes, sur les réseaux mobiles classiques, sur les réseaux hertziens qui utilisent des fréquences libres, et je suis sûr que Sigfox pourra développer ça, sur les réseaux satellitaires. On sent une explosion de la demande. Mais on sent aussi cette demande évoluer. Typiquement, on a souvent un prisme de se dire mais il faut du débit, du débit, du débit. Alors bizarrement, c'est peut-être contre-intuitif, mais les résidentiels consomment énormément de débit parce qu'ils ont un usage de loisirs et consomment énormément de vidéos. Les entreprises ont beaucoup moins besoin de débit, sauf celles qui sont évidemment dans le secteur de l'audiovisuel, par exemple, et elles sont beaucoup plus demandeuses de services, de qualité de service, de permanence du service, de résilience, de sécurité de la connectivité numérique, parce qu'elles réalisent que dans cette révolution numérique, l'accès à cette connectivité va aller au cœur de leur modèle économique, va être présent sur toute la chaîne de valeur. Et c'est ça le challenge pour l'industrie des télécoms, d'offrir ces services, d'arriver à monter en gamme, de trouver des nouveaux modèles économiques. Effectivement, dans le passé, l'offre des opérateurs télécoms était très liée au débit parce que c'était très dur de produire du débit sur des réseaux cuivre. Vous aviez donc des prix qui variaient énormément en fonction du débit. Une fois que la fibre optique est déployée, ça a été dit, changer le débit qui est offert sur de la fibre optique, ça n'est pas spécialement compliqué. On change un équipement actif à l'arrivée. Et donc de plus en plus, on sent que de nouvelles hiérarchies de valeurs et donc de prix vont s'installer sur quelle est la qualité, quelle est la permanence, quelle est la résilience, quel est le service de sécurité qui va accompagner ça, et que donc il y a une transformation qui doit se faire aussi au niveau de l'industrie des télécoms pour être capable de proposer ça. Michel Rosen, vous parlez quand même d'une congestion aujourd'hui des réseaux. Écoutez, je crois qu'on peut même parler d'abord d'explosion. Il y a une explosion du trafic. Il y a des chiffres que Cisco vient de sortir qui annoncent qu'en 2019, il y aura 3 fois plus de terminaux que d'humains, et que le trafic Internet entre 2014 et 2019 aura été, après une progression déjà spectaculaire, multiplié par 5, de 2014 à 2019. Tout ça est en grande... Alors, le trafic, il va être largement lié, ça a été dit par Bruno à l'instant, à la vidéo. La vidéo représente aujourd'hui à peu près 64% du trafic Internet. En 2019, ça fera 80%.
aux heures de pointe de quand House of Cards sort son dernier épisode, aux États-Unis, ça remplit 50% des infrastructures. Alors, il y avait cette semaine à Libreville une conférence internationale dans laquelle les gens disaient ce qu'on a devant nous, c'est peut-être pas l'Internet of Things, mais c'est l'Internet of Nothing. L'image étant de dire que si on n'y prend pas garde, on va se trouver devant au minimum des files d'attente et en tout cas un phénomène de congestion qui pourrait même conduire à, la formule a été utilisée paraît-il, une sorte d'hiver nucléaire du domaine qui nous réunit aujourd'hui. Donc, je crois que le phénomène-là est de dire il y a une sorte d'excitation, il y a un trafic, on en est tous d'ailleurs utilisateurs et bénéficiaires, mais il ne faut pas croire que tout ceci se fera tout seul et le risque de congestion est un risque très réel et qui est plus grand pour demain que pour aujourd'hui. Ludovic Lemont, alors vous, c'est l'inverse. Vous êtes dans l'Internet des objets. Sigfox est une société qui a développé son propre réseau, qui est un réseau non régulé aujourd'hui et qui permet de faire communiquer les objets, c'est-à-dire de permettre à des objets de transmettre des petits messages. Alors vous, ce que vous me disiez, c'est que finalement, vous n'avez pas de problème de congestion aujourd'hui. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin... L'Internet des objets ne demande pas finalement beaucoup de débit. Effectivement, l'approche qu'on a prise, alors c'est pas complètement qu'il n'est pas régulé parce qu'on est quand même sur des bandes sans licence qui ont des contraintes assez dures. Hein. Je pense que on n'imaginait pas pouvoir faire sur des réseaux comme cela un réseau opéré, parce que le sujet pour nous c'est d'opérer un réseau avec des contraintes de puissance très faibles. Hein. On a des maximums de puissance de 25 milliwatts, des cycles au niveau télécom, des duty cycles de 1%. Donc il faut arriver à faire un réseau qui répond à une demande avec des contraintes qui sont quand même pas simples. Donc c'était quelque part l'introduction par rapport à la régulation. Et effectivement, il y avait peut-être un paradigme qui disait qui peut le plus, peut le moins, qui était la vision simpliste de ce que l'Internet des objets requérait. Aujourd'hui, ce qu'on montre, c'est qu'il y aura des centaines de milliards d'objets. Je pense que 80% des objets qui vont être connectés demain, qu'on n'imagine pas aujourd'hui, auront des besoins de débit très faibles. Par contre, ils auront des contraintes de prix, de simplicité, parce qu'on parle de milliards d'objets, donc une carte SIM ou un appairage ou autre et va être trop complexe pour suivre cette tendance. Et ensuite, le point qui est crucial, c'est l'autonomie, enfin, la longévité des batteries. Si on imagine demain, on a tous autour de soi une vingtaine, trentaine d'objets connectés, depuis sa cafetière, en passant par ce système qui monitore sa santé, ses chaussures, ses vêtements. Je pense que la tendance va être globale. Le sujet, c'est comment je fais pour vivre avec ça et que ça n'est pas un plus pénible que les apports. Pour éviter de charger son Apple Watch tous les 4 heures, quoi. Voilà, ce qui est, à mon avis, un des freins que je vois dans cette affaire-là, c'est la batterie. Et donc, le Graal de l'Internet des objets, c'est à la fois de consommer peu de spectre, parce qu'aujourd'hui, nous, on utilise 200 kg de spectre, hein, donc c'est rien, et on a une capacité d'1 milliard d'objets sur la France. Donc déjà, on voit l'occupation. Est-ce que déjà, quand on aura 1 milliard d'objets connectés en France, on commencera à être satisfait. Et si demain il faut 2 milliards, bon voilà. Et après, l'enjeu, c'est de pouvoir se passer des batteries. Moi, je pense qu'il faut qu'on travaille, et là, la réflexion en termes d'infrastructure, c'est être capable d'avoir une infrastructure qui pourrait supporter des objets qui sont donc alimentés par ce qu'on appelle de l'énergie harvesting. C'est-à-dire que comment on capte de la chaleur, de la vibration, des ondes électromagnétiques, des choses comme ça, pour générer quelques microwatts qui suffiront à atteindre le réseau, à atteindre Internet. Parce que quelque part, pour moi, l'Internet des objets, c'est avant tout un moyen de connecter des capteurs vers l'Internet, donc de livrer des données sur le cloud. Et là, l'enjeu, il est colossal. On parle d'infrastructure. Je pense qu'on a en France tendance à vouloir essayer de rattraper le retard. Et là, je passe sur le cloud. Essayer de refaire un Amazon ou refaire un Google. Je pense que ça va être compliqué vu le retard qu'on a pris. Par contre, l'Internet des objets va amener des besoins et un moyen de repenser le stockage, donc le cloud, avec un autre prisme que celui aujourd'hui qui est de stocker des vidéos, de stocker du contenu web. Donc là, il y a des opportunités et l'infrastructure, elle est télécom, radio, bon, ça on s'en occupe, mais par contre, il y a aussi des choses à faire côté du cloud, parce que ça nécessite des réflexions un peu différentes. Et alors vous avez levé 100 millions d'euros pour développer votre technologie au niveau mondial. Vous avez ouvert combien de pays aujourd'hui ?
Aujourd'hui, on a annoncé encore qu'aujourd'hui que 6 ou 7 pays. On en a signé quelques autres qui vont être annoncés parce qu'on essaie de... Vous allez ouvrir les États-Unis aussi? Alors, les États-Unis, on a déployé sur San Francisco aujourd'hui et on commence à déployer sur fonds propres parce qu'on a levé 100 millions d'euros notamment, et un des actionnaires qui est à ma gauche est venu aussi pour donner une dimension mondiale parce qu'aujourd'hui on installe des antennes au sol, mais on a aussi on veut avec le même composant, la même offre de valeur, c'est-à-dire très peu cher, très peu consommateur, couvrir les océans, les déserts, toutes les zones où il n'y aura pas spécialement un besoin de mettre antenne. Il faut aussi une couverture satellitaire avec les mêmes propositions de valeur. Donc ça, on y travaille. Pour moi, l'Internet des objets, l'IoT est cet enjeu-là. Donc les US, aujourd'hui, on commence à les faire nous-mêmes et on voit qu'il y a un appétit énorme, parce que les États-Unis, mais l'Asie aussi, hein, ils sont très friands de cette ouverture de très bas niveau, parce qu'on va pouvoir réinventer des choses qui n'étaient pas possibles jusqu'à maintenant. Donc le fait de collecter des objets pas chers avec peu d'énergie, ça permet d'envisager des cas d'usage, des applications qu'on ne pouvait pas encore avoir en tête il y a encore quelques temps. Vous, ce que vous proposez aux industriels, c'est de pouvoir développer des produits, de pouvoir connecter leurs produits. Alors, à l'Internet. Voilà, les enjeux industriels, ils sont colossaux. Certains ont entendu parler de ce qu'on appelle l'industrie 4.0. C'est-à-dire comment, dès la conception de mon produit, j'y intègre des fonctions de maintenance prédictive. Comment je peux savoir que mon produit tombera en panne dans les semaines, les mois à venir. Ça, c'est vraiment l'enjeu. Ça, c'est un point. Donc, effectivement, comment mettre une collectivité pour ça? Et elle ne va pas être très chère, parce que quelque part, la valeur perçue par le client, elle peut ne pas être énorme. Donc, comment faire ça de façon à pas gréver le prix de ses produits et rester compétitif, mais tout en pouvant avoir une offre de valeur. Il y a l'enjeu de la désintermédiation. Je ne sais pas si vous avez récemment vu ce qui se passe aux US avec Amazon et Google aussi. D'ailleurs, ils mettent en place des boutons sur sa machine à laver, le dash button, qui est un petit bouton que vous pouvez coller sur votre machine à laver, qui porte un logo d'une marque de lessive par exemple, et donc lorsque vous mettez de la lessive dans votre lave-linge et qu'il vous en reste plus, vous appuyez sur le bouton et vous êtes relivré. Et ça, c'est une tendance qu'on voit nous apparaître. Donc ça veut dire quelque part un bouleversement économique, parce qu'on désintermédie complètement les chaînes de distribution. Et donc voilà, l'Internet des objets, c'est à la fois une grosse opportunité, mais ça nécessite de repenser pas mal de business models et ne pas attendre d'être devant les faits pour agir. Donc pour moi, c'est quelque chose qui doit être mené assez haut niveau. J'attendais la discussion sur l'Europe, mais je pense on a loupé il y a peut-être 30-40 ans de ça, les US ont mis en place des stratégies pour être aujourd'hui leader de l'Internet. Je pense qu'aujourd'hui, on doit avoir des mêmes réflexions, c'est se projeter à quelques années en avant, en travaillant peut-être en groupe, pour qu'est-ce qu'il faut mettre en place dans la stratégie européenne pour devenir des leaders et rester une position de leader dans l'IoT, qui pour moi, c'est pas un prolongement de l'Internet. Pour moi, c'est repenser Internet. Il y aura toujours Internet, bien sûr, il ne va pas disparaître, mais l'Internet des objets, si on se pose un peu et on réfléchit, c'est autre chose et c'est une autre opportunité. C'est un prolongement de l'industrie, en fait. C'est un prolongement de l'industrie, tout à fait. Michel de Rosen, vous souhaitiez réagir justement à ça? Oui, d'abord, je voulais dire, ce que fait Sigfox, c'est formidable. Tous les jours, on dit, les Américains, ils ont Google, ils ont Facebook, etc. Ben, on a Sigfox. Hein. Qui est le Google de l'Internet des objets. Alors, voilà, j'espère la plateforme, qui va essayer de le devenir. D'ailleurs, nous, on est actionnaire parce qu'on croit en Sigfox. Et je pense que non seulement on est actionnaire, mais qu'on va pouvoir développer des collaborations pour aider à la mondialisation de Sigfox et en faire le leader mondial dans son domaine. Mais je voulais ajouter ceci. Il n'y a pas de limite. À partir du moment où la technologie ouvre ses portes, il n'y a pas de limite à ce que l'ingéniosité humaine peut apporter. J'écoutais à la radio ce matin une innovation de maillots de bain. Ils expliquaient qu'on vend maintenant des maillots de bain qui, si votre enfant, vous êtes à la plage, et si votre enfant s'éloigne de plus de 50 mètres de l'endroit où vous êtes, c'est un enfant de 3, 4, 5 ans, crac, votre portable sonne. Ou alors il y a un autre maillot de bain, une autre technologie qui va se mettre à sonner si le soleil tape trop fort et que du coup, il faut que vous mettiez de la crème pour vous protéger des coups de soleil. Bon, vous écoutez ça, vous dites c'est incroyable, mais des idées comme ça, il y en aura des milliers à partir du moment où la technologie des objets connectés devient une technologie appréhensible. Alors je voulais dire maintenant aussi ceci. Il y a d'autres services qui vont apparaître
qui sont en train d'apparaître et qui vont changer notre vie. Je vous donne un exemple. La connectivité aérienne. C'est un vieux serpent de mer, si vous permettez. Oui, ben, peut-être que c'est un vieux serpent de mer, mais je peux vous dire, ça devient une réalité. Alors, chacun sait qu'il y a deux types de technologies. Il y a la technologie air to ground et la technologie satellitaire, qui est celle qu'évidemment nous développons. Nous pensons que c'est celle qui apporte la meilleure qualité. On a signé récemment des contrats avec Vueling, avec Aer Lingus, avec El Al, et on a annoncé récemment que Panasonic nous avait choisi pour toute leur liaison transpacifique, un satellite qui apparaîtra, qu'on va lancer dans 2 ans. Et grâce à ce satellite, et grâce à cette technologie, tous les passagers qui auront des compagnies aériennes qui auront contracté avec Panasonic seront dans l'avion comme au bureau ou comme à la maison. Alors, certains peuvent s'en plaindre, mais en tout cas, c'est un vrai changement de vie. Choix. On peut soit bosser plus, soit se distraire plus, ou en tout cas autrement. Puis le dernier commentaire que je veux faire encore sur le sujet là, des services, c'est qu'il y a non seulement des services nouveaux, mais il y a des services élargis. Et un mot là sur la vidéo. Apparaît à l'horizon ce qu'on appelle la 4K, l'ultra haute définition. Quand vous passez ceux d'entre vous qui n'ont jamais vu un écran 4K, je vous recommande de le voir parce que c'est incroyable. On a envie de mettre son doigt pour toucher la personne qui est sur l'écran, tellement la qualité d'image est bonne. Là où c'est relevant to notre conversation, c'est que quand vous passez de la haute définition à la 4K, ça augmente dans un facteur de 2 à 2,5 le besoin de bande passante. Donc il faut des infrastructures supplémentaires, mais je peux vous dire que vous ne perdez pas votre temps. Autant la 3D, c'est pas terrible, mais la 4K, le bonheur que ça vous donne est assez incroyable. Benoît Loutrel, pour développer tous ces services, il y en a le besoin de donner plus de compétitivité et de développer la concurrence entre les opérateurs pour que finalement les entreprises aient le meilleur service, ce dont vous parliez tout à l'heure, résilient, avec du débit s'il faut, s'ils en ont besoin, au meilleur prix. Comment l'ARCEP s'engage là-dessus ? Alors effectivement, je pense que l'enjeu de compétitivité est effroyable. Souvent, vous entendez, les politiques publiques se concentrent en disant mais mondialisation, il faut absolument améliorer la compétitivité des secteurs exposés à la concurrence internationale. Vous avez des travaux intéressants qui ont été faits par France Stratégie qui démontrent que pour beaucoup, la compétitivité des secteurs exposés à la concurrence internationale, elle se joue dans les secteurs non exposés. C'est-à-dire à quel point l'industrie aéronautique européenne est compétitive par rapport à Boeing. C'est une question de savoir mais à quel point est-ce qu'elle est bien servie par le secteur des télécoms. Est-ce que le secteur des télécoms est compétitif? Aujourd'hui, c'est le problème des réseaux. C'est pas tout. Si, pour le régulateur, ça passe. Toute la filière de sous-traitants de Airbus en Europe, elle est totalement intégrée numériquement. Vous n'existez pas dans cette filière si vous ne savez pas participer au développement de la prochaine génération d'avions qui est entièrement virtualisée dans une infrastructure en cloud computing, et il faut que les sous-traitants puissent accéder en permanence à cette infrastructure. Donc moi je prends le pari que, alors est-ce que c'est dans 5 ans, est-ce que dans 10 ans, tous les directeurs financiers diront en fin d'année mais je dois faire certifier mes comptes. Et l'auditeur me pose des questions. Quelle est notre connectivité numérique? Quelle est notre évaluation du risque de perdre cette connectivité numérique? Et il va revenir en disant, et les investisseurs, en fonds propres ou en dette, veulent savoir, ils veulent la réponse, parce que c'est au cœur de notre modèle économique. Donc effectivement, on sent que ça va rentrer au cœur des préoccupations des entreprises, parce qu'on va dans ce monde numérique. Du coup, la compétitivité du secteur des télécoms derrière, elle est stratégique. Elle est stratégique pour tous les secteurs de l'économie. Alors, réciproquement, c'est un secteur compliqué, parce que le jeu concurrentiel n'est pas naturellement facile. Pour une entreprise, dès maintenant, changer d'opérateur télécom, c'est pas sympathique. Vous êtes une banque, c'est du relationship business. Vous ne voulez pas prendre le risque de perdre vos appels entrants au moment où vous changez d'opérateur. Donc les gens signent plutôt des contrats sur des durées longues. Vous signez un contrat avec un opérateur télécom sur 3, 4, parfois même 5 ans. Donc vous ne remettez pas en jeu ça tous les jours. Ce qui fait qu'on dit toujours, et c'est exact, l'ouverture à la concurrence dans les télécoms, elle est terminée. Elle est réussie. La concurrence est là. C'est très très vrai sur le marché résidentiel, ça l'est moins sur le marché entreprise, où finalement, à l'échelle de temps sur ce marché est plus lente. Et donc oui,
l'opérateur historique a encore une position sympathique et on est encore dans une logique d'ouverture à la concurrence au marché entreprise. Premier point. Le deuxième point, vous avez toujours ces discussions en disant effectivement quel est le nombre d'opérateurs magiques. Alors, la position du régulateur, elle a été clarifiée plusieurs fois par Sébastien Soriano, le président de l'ARCEP. Il n'y a pas de nombre magique. Par contre, il y a un nombre maudit. C'est 2. 2, c'est terrible. Et ça, on ne peut pas imaginer que le marché entreprise... On a vu qu'à 3, c'était pas terrible non plus. Qu'il y avait quand même à 3, il y avait des ententes aussi, mais... Oui, mais bon. Mais s'il n'y avait que 2 opérateurs qui maîtrisaient l'infrastructure en fibre optique sur le marché entreprise, ça serait un vrai problème. Et donc là, je fais plutôt référence à la dernière concentration qui a pu avoir lieu, qui a rassemblé, quand SFR et Numéricable ont fusionné, il y a aussi en fait Completel et SFR Business Team qui ont été rassemblés. Ça pose une vraie question de concurrence et il faut s'inquiéter et veiller à ce qu'effectivement un bon niveau de concurrence continue à exister sur ce secteur pour que les entreprises puissent avoir une offre extrêmement riche. Il y aura des grands opérateurs que vous connaissez, mais il y a aussi effectivement tous ces plus petits opérateurs. Les entreprises sont extrêmement différentes les unes des autres. Certaines vont demander beaucoup plus un service de proximité, où en fait, parce qu'elles ne maîtrisent pas toutes les compétences du numérique, elles demandent la connectivité, mais un accompagnement plus fort. Donc beaucoup de modèles économiques doivent exister, doivent pouvoir se développer, et c'est un point assez stratégique pour le régulateur et qui sera au cœur de nos préoccupations dans les années à venir. Sur la partie au débit mobile qu'on a vu tout à l'heure, je vous fais réagir sur la position de la France, donc 4e sur le haut débit fixe en taux de pénétration, 14e, 15e sur le haut débit mobile. Quelle explication pour vous ? Alors, ces classements en général, la première chose qu'ils mesurent, c'est la géographie. C'est-à-dire que si dans le classement vous mettez la France et le Luxembourg, ou la France et ou les Pays-Bas, c'est une vaste zone dense. La France, c'est une zone très très dense, les grandes agglomérations, et des zones extrêmement rurales. Donc automatiquement, c'est mécanique, vous faites des classements, on sort mal parce qu'on sort notre géographie. Pourtant on sort 4e sur le haut débit fixe, et alors qu'il faut tirer des fils. Oui, parce qu'il y a eu des efforts énormes des collectivités pour effacer la géographie. Les réseaux d'initiative publique, comme ça a été rappelé, ça a déjà maintenant plus de 10 ans d'histoire en France, pour corriger ça. En mobile, c'est plus compliqué. Après, la deuxième bizarrerie de ces classements, c'est que vous retrouvez un effet aussi de structure de marché. Et donc en France, effectivement, on a reculé dans le classement. Pourquoi ? On a reculé dans le classement parce qu'il y a eu un tel dynamisme dans le secteur mobile et un tel niveau de concurrence, disons-le, qu'on a des offres effectivement à très bas prix qui sont apparues, à quelques euros par mois, qui ne vous donnent que le téléphone. Effectivement, du coup, plein de gens sont revenus sur le marché en disant à ce prix-là, je prends le téléphone, je donne le téléphone à mon adolescent, je veux qu'il puisse m'appeler, je n'ai pas envie de lui donner Internet mobile parce qu'il est trop jeune et qu'il aille faire joujou sur Internet mobile. Et donc, on a une explosion de notre marché de la voix seule. Et donc, dans la statistique, vous retrouvez qu'en fait, en France, il y a plein de gens qui ont repris de la voix et pas d'Internet mobile. Et donc notre usage moyen, entre guillemets, a reculé, mais parce qu'on a eu un développement incroyable du service de voix. D'accord. Michel de Rosen, vous souhaitiez réagir aussi sur cette partie mobile, parce que ce que vous disiez, c'est qu'il faut faire monter en débit la collecte quand même assez rapidement, et que vous allez augmenter vos capacités à horizon 2017. Alors, si vous permettez, je voulais d'abord dire un mot rapide sur le point précédent de compétitivité. Il y a dans le monde actuellement environ 4 milliards de personnes qui ne sont pas connectées et qui gagneraient à être connectées. Les entreprises de télécommunications, et notamment les opérateurs satellitaires, sont intéressés, il y a aussi les GAFA, sont intéressés à connecter ces milliards de personnes. Nous n'y arriverons que si les industriels qui nous servent continueront à faire eux-mêmes de gros progrès de productivité. Vous avez vu qu'il a été annoncé hier que le Premier ministre avait autorisé le transfert d'Ariane Espace à la joint venture créée par Airbus et Safran. Cette décision, qui peut paraître anodine, ne l'est pas. Elle est un pas fait dans la bonne direction qui va permettre à l'Europe de se doter, après Ariane 5, d'un nouveau lanceur Ariane 6 qui sera compétitif et qui sera notamment compétitif par rapport au lanceur américain Falcon de la société SpaceX. Ça, c'est pour les lanceurs. Et le défi pour ce nouveau lanceur, c'est non seulement d'être fiable, mais c'est d'être compétitif en prix. Même défi pour les producteurs de satellites, qui vont devoir continuer
à améliorer leur capacité et à réduire leurs coûts, parce que si tout ceci ne se passe pas, le coût du bit ou du mégabit ne sera pas au bon niveau et ne sera pas au niveau du pouvoir d'achat des populations qui ont besoin et qui veulent être connectées demain et après-demain. Deuxième remarque sur l'autre sujet, vous parliez des gens connectés ou pas connectés ici en France, c'est que nous avons eu la fierté de lancer il y a quelques années un satellite que Gabriel Gauthier connaît bien, KASAT, fabriqué à Toulouse par Airbus, et qui permet d'offrir à nos clients, dans toute l'Europe, et même en Afrique du Nord, un débit qui va jusqu'à 30 mégabits en bande en descendant et 6 mégabits en montant. Et nous avons déjà, dans certains des faisceaux de ce satellite, la congestion dont je parlais tout à l'heure. Et donc nous sommes en train de travailler sur le successeur de ce satellite qui sera plus puissant et qui nous permettra d'offrir des débits plus importants. Tout à l'heure, j'entendais Antoine Darotte parler du 1%, 5%. N'oublions pas aussi ceux qui sont dans les zones grises et qui aujourd'hui sont théoriquement dans les statistiques de l'ARCEP connectés, mais qui souvent n'ont que 1 ou 2 ou 3 mégabits, et encore quand tout va bien. Et donc, ces gens-là, je peux vous dire, ils aimeraient avoir mieux, et nous leur offrons mieux, et on va leur offrir encore mieux, et encore plus bientôt. Vous avez déjà pris la décision de lancer ce nouveau satellite? C'est en cours, c'est ça? Non. Ça va être pris quand? Eh bien, je vous téléphonerai le jour où nous le déciderons. Pas moi, personnellement. Mais j'espère que ce sera en 2000, j'espère qu'on prendra cette décision en 2015, c'est-à-dire cette année. D'accord. Ludovic Lemont, justement, vous, quand vous installez vos antennes, donc il faut à peu près 1500 antennes pour couvrir un pays, c'est ce que vous disiez? La France, ouais. Pour la France. Vous essayez de chercher de la connectivité sur la DSL plutôt, c'est ça? Et quand vous n'en avez pas, vous switchez sur du satellite ou... Non, on a les deux en fait. Je pense qu'on est, je sais pas si c'est 50-50, mais je pense qu'on est pas loin de 50-50. On a en primaire, parce qu'on a 2 connectivités par station pour les problèmes de qualité de service. Donc on a soit la DSL, soit satellite. Donc à peu près 50-50. Et après on a un backup 3G. Où on peut faire un backup. Si on a les deux, si on a la chance d'avoir les deux, si on n'a pas la DSL, on met aussi la DSL plus satellite. Donc voilà, nous, par contre, l'intérêt de la magie de ce qu'on fait, c'est qu'on a besoin d'un débit très faible. On parle de 10 kilobits ou 20 kilobits par seconde. Kilooctets par seconde pour le backhauling qui n'a rien à voir avec ce dont ont besoin les cellules opérateurs. Et entre guillemets magie, c'est que les messages que vous transmettez, c'est pas tout le temps à la seconde près, c'est-à-dire que s'il y a un petit décalage... On a une latence d'une seconde et demie à peu près, voilà. Mais qui est largement acceptable pour les besoins pour ce type d'usage en fait. Et demain, quels sont justement les enjeux pour vous quand vous déployez dans d'autres pays? Finalement, vous avez un retour sur ce que vous avez eu en France en termes de connectivité. Quand vous vous déployez sur d'autres pays, comment vous jugez la situation? Là, je n'ai pas le statut parce qu'effectivement, on est de plus en plus, c'est pour ça qu'on discute aussi avec le Telstat. Je pense que avoir quelque chose qui est facilement installable, parce que l'enjeu pour Sigfox, c'est de déployer très vite mondialement et de réduire les OPEX et CAPEX pour nos partenaires, parce que le modèle qu'on a quand on déploie à l'international, c'est qu'on ne le fait pas en propre. On travaille avec des partenaires qui peuvent être soit un opérateur local, soit un towerco, soit éventuellement des startups qui veulent investir. C'est un modèle de licence sur votre techno, c'est ça? Tout à fait. Sur vos brevets. Voilà, c'est un modèle de licence. Donc ils nous payent une licence pour avoir la techno. Ensuite, ils nous reverseront 40% de leurs revenus et ils nous achètent le matériel à déployer. Donc l'enjeu de ce qu'on essaie de faire aujourd'hui, c'est de faire en sorte de trouver des antennes qui sont quasiment qu'on n'a plus qu'à poser sur un toit ou sur un endroit. On met une brique dessus, faire simple, et on met une petite alimentation et puis voire même demain un panneau solaire et on a quelque chose d'entièrement autonome. Parce que réduire le coût de l'installation, c'est fondamental pour améliorer le PNL, enfin le business plan pour nos partenaires. Donc voilà. Donc le satellite, c'est vrai que c'est quand même plus simple à installer parce qu'on n'a pas les temps d'attente qu'on peut avoir. Quand on demande une ligne ADSL, il y a un délai pour avoir la connectivité. Ça veut dire deux interventions d'un technicien. Donc c'est un coût qui n'est pas négligeable. Et donc pour donner un ordre d'idée, pour déployer un pays comme l'Espagne, il vous faut combien de temps alors? L'Espagne a été déployée à peu près en 7 à 8 mois par couverture totale par Cellnex et Ex-Abertis. Voilà, ils ont à peu près le même nombre de stations qu'en France. Donc c'est assez rapide. Le temps d'installation d'une station, c'est compté à peu près 1 à 2 heures. Donc c'est assez rapide. Vous avez combien d'antennes en France?
1500. Voilà, donc 1500 antennes en France contre combien d'antennes pour un opérateur mobile aujourd'hui? 15 000? Voilà, 15 000 à peu près. Donc il vous faut 10 fois moins d'antennes qu'un opérateur mobile pour transmettre les datas de l'Internet des objets, c'est ça? Tout à fait, oui. Je pense que nous, on a effectivement besoin de 10 fois moins. Même les OPEX, le nombre est même, bon, je vous dis, globalement, le coût de déploiement de la France a été à peu près de 5 millions d'euros. Donc ça, c'est des CAPEX. Et OPEX, il faut compter à peu près 3 millions d'euros. Donc je pense qu'il y a un rapport... oui, effectivement. On est loin des niveaux d'investissement. Peut-être de 1000, pas 1000, mais de plusieurs centaines, du moins, le rapport. D'accord. Benoît, pour terminer sur cette table, il y a un élément qu'on n'a pas encore évoqué, qui est la partie entre guillemets gestion de la fin de vie des équipements, parce qu'on a beaucoup parlé d'investissement, de nouveaux équipements, mais quand on a des entreprises qui sont connectées sur des vieux équipements, comment est-ce que l'ARCEP essaye de les aider ? Oui, alors c'est un paradoxe, c'est incroyable, parce que je crois que pendant 2 jours, tout le monde va vous expliquer qu'il faut s'approprier ce nouveau monde du numérique, déployer des nouvelles technologies, des nouveaux savoir-faire, s'approprier l'Internet des objets. Au même moment, il faut gérer le deuxième front, c'est que les vieilles technologies vont être évacuées. Et si, en construisant votre nouveau modèle économique pour vos entreprises du numérique, vous construisez les cash flows de demain, il faut juste protéger les cash flows d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, dans beaucoup de cas, en fait, vos entreprises sont dépendantes des réseaux historiques. Alors, l'industrie des télécoms, comme toutes les industries, elle ne peut pas gérer éternellement un millefeuille technologique où elle empile toutes les couches et elle les enlève jamais. Et donc, au fur et à mesure où elle déploie elle s'approprie une nouvelle technologie, il va falloir qu'elle démonte les anciennes. Alors, très concrètement, dans le monde du fixe, ça y est, il y a un calendrier qui s'est amorcé et qui dit que dans quelques années, dans les premières zones de France, d'ici 5 ans, ça vient vite, on va commencer à arrêter ce qu'on appelle le réseau téléphonique commuté. Ça ne veut pas dire que le téléphone s'arrête, évidemment. D'ailleurs, la bonne moitié du réseau aujourd'hui déjà fonctionne sur des réseaux à base de voix sur IP, mais les réseaux commutés, eux, vont s'arrêter. Très concrètement, ça veut dire qu'il y a toute une série d'entreprises aujourd'hui dont les processus ne vont pas fonctionner, c'est écrit, dans 5 ans. Ce sont les gens qui étaient les précurseurs, il y a 10 ans, des objets connectés. On ne les comptait pas en milliards, mais aujourd'hui, toutes les entreprises de réseau d'eau, d'électricité, toute une série d'acteurs ont des compteurs connectés. Souvent, ils sont connectés par le réseau téléphonique et il faudra réintervenir, changer le compteur parce qu'il ne supportera pas la nouvelle technologie de voix sur IP. Aujourd'hui, tout le monde commence à, c'est au cœur des modèles économiques déjà, de dire on a accès au réseau de téléphonie mobile. On a un millefeuille où les opérateurs, globalement, gèrent à la fois des réseaux 2G, 3G, 4G. Quand la 5G va arriver, ils ne pourront pas gérer 4 réseaux, 4 technologies. Donc il y en a une qui va sauter, on ne sait pas encore laquelle c'est, ça viendra plus tard. Mais là aussi, il y a toute une série d'entreprises qui vont devoir réévaluer leur modèle économique et dire mais attention, je suis dépendant des vieilles technologies. Et souvent, c'est un peu caché. On a la conscience de dire mais non, mon système d'information, il est bulletproof. Oui, mais non, derrière, caché au cœur du système d'information, il y a la dépendance à la vieille technologie. Donc ça, c'est des nouvelles problématiques qui sont toutes assez stratégiques parce que c'est les cash flows d'aujourd'hui. Et on espère nouer un partenariat efficace avec le MEDEF, et c'est aussi pour ça que je suis là aujourd'hui, et avec tous les adhérents du MEDEF, toutes les fédérations, pour aider à faire cette prise de conscience, à recenser où sont les adhérences, où sont les risques, parce que le temps passe inexorablement et des technologies vont disparaître. C'est écrit. Le réseau téléphonique commuté dont on parle aujourd'hui, qui est encore stratégique pour beaucoup d'entreprises, ça fait déjà plusieurs années qu'on ne fabrique plus de nouveaux équipements dessus, et que le secteur vit sur un stock de pièces détachées. Il y a un moment où il s'épuise. C'est inéluctable. Donc il faut aussi se saisir de ces problématiques. Ludovic, justement. Oui, moi je réagis parce que effectivement il faut repenser les solutions par rapport aux besoins. Et typiquement la 2G qui a été utilisée par pas mal d'opérateurs, qui est en train de s'éteindre dans pas mal de pays, notamment aux États-Unis, et je pense qu'en France on peut y venir aussi. C'était des protocoles qui ont été faits pour collecter du bas débit. Et donc effectivement des approches comme celle de Sigfox, d'aller de 0 à quelques kilobits demain, c'est aussi l'enjeu parce que ces besoins-là, il faut les adresser avec des bonnes technos et adapter la techno aux besoins. Aujourd'hui, on a tendance à prendre
des pipelines à la place de caténaires. Et je pense que c'est important de repenser un petit peu mon besoin de connectivité et avoir la bonne solution pour ne pas se retrouver dans quelques années d'ici à retrouver, parce que la 4G, la 5G, je pense qu'on est dans une évolution qui s'arrêtera pas, je pense pas. Donc il y aura ces phénomènes effectivement d'extinction de vieilles technologies. Donc il faut aussi aujourd'hui de mettre en place des technologies. La 5G pour moi ça sera une 4G+, mais aussi peut-être l'agrégation du bas débit ou de protocoles qui vont être juste adaptés aux besoins et donc essayer voilà, de quoi j'ai besoin et prendre cette connectivité-là qui sera pérenne parce que en dessous de zéro, il n'y a pas de sens dans les communications. Donc je pense que les solutions comme celles qu'on déploie aujourd'hui resteront toujours valables, on améliorera leur consommation, mais par contre on sera toujours collé sur le zéro qui lui est une borne inférieure et pour beaucoup de projets aujourd'hui, utiliser cette technologie parce qu'elle a un peu de débit me paraît plus sûr que de prendre une technologie d'autres connectivité qui sera plus chère et qui le fera changer un jour. Pour tous les projets de machine to machine en fait, c'est ça? Tous les projets, alors, effectivement encore une fois un peu de débit, mais il y a une réflexion qu'on mène aussi au Sigfox avec pas mal d'acteurs, c'est comment utiliser une technologie de bas débit comme un autre pour réveiller une technologie de haut débit. Typiquement, on a des projets qui sortent avec du Sigfox et du Wi-Fi, par exemple, ou Sigfox et demain du GSM. C'est qu'en gros, on dort dans un état latent de très basse consommation. Si les besoins de communication sont bas, on les résout directement avec Sigfox. Et s'il y a un besoin, parce qu'on passe une vidéo, on passe des contenus qui nécessitent plus de débit, à ce moment-là, on réveille la couche au-dessus. Et elle va consommer plus, ça va être. Mais je pense qu'il y a des démarches comme ça, parce que nos téléphones aujourd'hui ne durent même plus une journée, l'Apple Watch ou autre. Donc il y a quand même aussi un besoin de repenser ça et donc voir comment adapter. Et en plus, on les casse. Oui. Ok, ben écoutez, merci beaucoup à tous les trois. On va vous laisser regagner l'assistance sous les applaudissements de la salle. Je vous rappelle que c'est l'heure du déjeuner pour ceux qui souhaitent déjeuner et qu'il y a les conférences de cet après-midi qui se poursuivent, notamment sur les écosystèmes numériques et au sous-sol la conférence sectorielle sur la distribution et le commerce électronique pour ceux que ça intéresse. Merci à vous et bonne journée.